Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Le 8 août prochain, Tesla doit présenter, sauf retard, son tant attendu robot taxi. Eh bien non, cette vidéo vous ne la verrez pas, parce que elle est partie à la poubelle, suite aux différentes annonces d'hier soir, lors de l'earning call du premier trimestre 2024 de Tesla. Eh oui, lors de cette réunion, il y a eu une distillation de petites phrases qui expliquent le pétage de plomb d'Elon Musk, parce qu'il a pété les plombs, vous allez voir. Il y a également des choses concernant le robot-taxi, mais également des choses concernant la Tesla Compact. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. On va décrypter tout ça dans cet épisode. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Aujourd'hui, je suis maudit. Ça fait la 4e fois que je tourne cet épisode. Il est 14h52 et je dois le sortir à 18h. Je l'ai tourné 2 fois avec l'iPhone. Une fois, je regardais pas dans la caméra. Une fois, il y avait plein de grains. Donc je l'ai retourné avec une autre caméra, qui est une caméra aussi en automatique, où je me retrouve avec des dédoublements. D'ailleurs, il faudra que je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai un problème avec cette caméra. Donc finalement, j'ai descendu la moitié du studio. J'aurais mieux fait de la tourner en studio avec le beau décor, etc. Et de refaire un script, j'aurais perdu moins de temps. Mais bon, finalement, maintenant, j'ai plus le temps de le faire. Voilà, donc vous m'excuserez pour la forme, mais il n'y a pas le choix. Si je veux sortir l'épisode en temps et en heure pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé hier soir, c'était maintenant ou jamais. Donc cette vidéo sera décomposée en 3 parties. Premièrement, pourquoi Elon Musk a pété les plombs. Deuxièmement, le robot taxi. Et troisièmement, la Tesla Compact. Pourquoi Elon Musk a pété les plombs? Alors il faut savoir qu'historiquement, Elon Musk est une personne qui a été débarquée de 2 entreprises, Zip2 et surtout de PayPal, enfin X-PayPal. Et donc à cette époque-là, Elon Musk, avec ses décisions un peu arbitraires, etc., s'est mis du monde à dos, et donc ils ont créé finalement un contre-pouvoir chez PayPal. Et quand finalement Elon Musk avait le dos tourné, ils l'ont dégagé. Il a touché 22 millions de dollars pour la vente de PayPal, mais il a déclaré plus tard que s'il avait été encore aujourd'hui à la tête de cette entreprise, elle vaudrait 1000 milliards de dollars. Bon, ça c'est des déclarations à la Elon Musk. Bref, quand il a commencé à investir dans Tesla, quand il a commencé à investir dans SpaceX, etc., il a toujours fait en sorte de garder le contrôle de ses entreprises parce qu'il veut garder finalement le cap que lui pense être le bon pour l'entreprise. Chez Tesla aujourd'hui, il est en train de se battre pour avoir son bonus. Bonus auquel il a réellement droit, parce que quand on voit les bénéfices que fait Tesla aujourd'hui, c'est bien aussi grâce à Elon Musk. Et ces bénéfices, en fait, ce qu'il veut, c'est les stock options. Parce qu'il veut se servir de ces stocks pour aller racheter des parts de Tesla, faire du buyback d'un maximum de parts pour devenir l'actionnaire majoritaire. L'objectif, c'est qu'il atteigne 25% des parts, et ainsi pour pouvoir diriger l'entreprise à sa guise. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a pété les plombs. Il a pété les plombs parce que depuis quelques mois, il s'est empêtré dans Twitter. J'arrive pas à l'appeler X, désolé. Twitter qui est franchement une plateforme, à mon avis, qui est la pire plateforme au monde, parce que la liberté d'expression, c'est bien, mais avec la loi de Brandolini, on sait que une connerie dite en 10 secondes, il faut plusieurs minutes pour la débunker et expliquer pourquoi c'est faux. Aujourd'hui, sur X, les paroles de gens sensés sont noyées par les délires de certains. Et donc, aujourd'hui, je pense que X est une plateforme qui est néfaste. Et ce, en grande partie, à cause d'Elon Musk et de son amour de la liberté d'expression. Donc, entre Twitter et SpaceX, Elon a été extrêmement occupé, entre autres avec les lancements du Starship. Et donc, il a confié une partie des rênes de l'entreprise à des gens de confiance, dont Tom Zhu et d'autres.
Et je pense que lorsqu'il a vu les résultats du premier trimestre 2024, ça a été une douche froide pour lui. Parce qu'il s'est rendu compte que tout tournait pas bien dans l'entreprise. Entre autres, on dépensait de l'argent, par exemple, pour le parrainage, qui coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, il suffit de voir, moi, l'an dernier, sur le concours de fin d'année, on va dire, pendant l'année, j'ai distribué pour à peu près 7000 € de cadeaux à mes abonnés. Contrairement aux youtubeurs qui l'ont gardé pour eux et qui ont vendu des bornes Tesla à tire-larigot sur le Bon Coin. Juste petite parenthèse, vu les remarques que j'ai eues fin d'année sur le concours, je me suis dit que cette année, j'allais choisir moi-même les bénéficiaires. Donc tous les points de parrainage, aujourd'hui, je suis en train de distribuer des cadeaux aux gens qui ont donné des coups de main au choucroute de garage, qui m'ont soutenu depuis le début, etc. Voilà, c'est comme ça. Il n'y aura pas de concours cette année, désolé. Il y aura peut-être un concours, mais ce ne sera pas avec les parrainages. Finalement, Elon, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait, et surtout, lui, il a une optique. Et son optique, c'est le robotaxi avant tout, le FSD avant tout, l'intelligence artificielle avant tout, Optimus avant tout. Et il y a d'autres personnes qui ont dit non, ça, c'est pas ce qu'il faut. Donc il y a des contre-pouvoirs qui se sont mis en place, et entre autres, je pense que des gens comme Drew Baglino ou Martin Vichat sont partis à cause de ça. Je pense qu'Elon leur a fait comprendre qu'il n'acceptait pas de contre-pouvoir, tout simplement. Alors, parlons maintenant du robotaxi. Robotaxi, aujourd'hui, on sait que c'est une plateforme de nouvelle génération. Donc, nouveau moteur, batterie 800 volts, le système de production avec l'unboxed assembly, c'est-à-dire un assemblage de sous-ensembles, plutôt qu'une coque complète sur laquelle on va rajouter des éléments. Donc tout ça, c'est des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies vont avoir forcément besoin de mise au point. Parce que en théorie, ça marche, mais on est comme dans le cas de la 4680 Roadrunner. En théorie, ça marchait bien, ou en laboratoire, ça marchait bien. Par contre, quand il s'est agi de passer à la grande série, il y a eu plus d'écueils que prévu. Et je pense que pour ce système d'assemblage, on sera dans le même cas. Donc, la production du robotaxi doit démarrer cette année selon Elon. Je pense que ce sera le cas, mais ce sera pour quelques dizaines d'unités ou quelques centaines d'unités, comme dans le cas du semi-remorque. De plus, dans une grande partie du monde, ces voitures n'auront pas le droit de circuler. Il y a juste en Californie et dans quelques États américains où ils ont autorisé les tests à grandeur nature, et donc il va falloir quelques centaines ou quelques milliers de voitures pour faire les tests et pour pouvoir proposer le service. De plus, ce sont des voitures de test, donc elles ne peuvent être que la propriété du constructeur. Elon Musk a en effet annoncé que ce serait Tesla qui opérerait les robotaxis. Donc il y aura quelques véhicules qui seront produits, ce qui va permettre d'éprouver le système de production, et l'utilisation de ces véhicules va permettre d'acquérir de l'expérience et surtout des données, afin de les remettre au législateur qui va pouvoir légiférer et donner l'autorisation ou non de circuler à ces voitures. Il va y avoir 3 processus en parallèle. Le processus de production, qui va grandir petit à petit, le processus d'utilisation, qui va permettre de raffiner le programme FSD, et le processus législatif, qui va finalement aboutir à la légalisation des véhicules autonomes. Les 3, en fait, devront aller au rythme du plus lent. Et donc, je pense qu'avant 2032-2034, on n'aura pas de véhicules autonomes autorisés sur la route de manière légale, hors des tests. Donc, je pense que ça va prendre énormément de temps. Mais même si Elon est beaucoup plus optimiste, moi, j'y crois pas. Mais cela veut dire, du coup, que il y a une des promesses de Tesla qu'il faut tenir, c'est le véhicule abordable. On avait commencé à en parler dès le Battery Day 2020. Très rapidement, Elon avait dit qu'il y avait 2 modèles. Un modèle compact, un modèle abordable et un modèle robotaxi. Le modèle compact doit être étudié en Chine, et je pense que c'est le cas. On avait vu d'abord des dessins, puis on a vu des mulets tourner, qui étaient probablement des mulets de chez Tesla, même s'ils étaient basés sur une carrosserie de Mazda CX-30. Mais ça reste, à mon avis, des prototypes qui sont issus des ateliers de Tesla. Alors par contre, ce qu'on a appris de nouveau hier soir,
et c'est Elon qui le dit lui-même, c'est que le nouveau véhicule abordable de Tesla sera un mélange de la plateforme nouvelle génération et de la plateforme actuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, parce qu'il dit que ces véhicules seront produits sur les mêmes lignes que les produits actuels. Et ça, c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer. Donc, à mon avis, la carrosserie, la coque, sera une coque de modèle Y Roadrunner plus petite. Ni plus, ni moins. Rien de neuf de ce côté-là. Pourquoi rien de neuf? Eh bien, parce que le mode de production du modèle Y est tellement bien maîtrisé, c'est le processus de production le plus efficace au monde. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. Deuxièmement, je pense que pour arriver à des tarifs plus intéressants, il faut faire des économies. Et ces économies, on va les retrouver à plusieurs endroits. On va les trouver dans l'équipement, par exemple. Je pense que Tesla a tout intérêt pour ce véhicule-là à dire on va alléger le faisceau électrique en supprimant les sièges électriques, le volant électrique et quelques petites bricoles comme ça. Sièges chauffants, sièges ventilés, tout ça, on dégage. Il n'y en a pas besoin. On va peut-être mettre des sièges en tissu pour éviter d'avoir à mettre des sièges chauffants. Et voilà, donc on aura déjà quelque chose de plus léger. On aura probablement une sono plus basique, peut-être une barre de son à la mode EX30. Après, pour faire des économies, il faudra également passer, je pense, par l'architecture 800 volts. Et pourquoi on prendrait cette architecture? Bien, tout simplement parce que le moteur qui va être utilisé pour cette voiture doit être le moins cher possible. Et aujourd'hui, le problème, ce qui plombe le prix des moteurs, c'est les terres rares. Et le nouveau moteur de Tesla sera aimant permanent, mais sans terres rares. Ce qui veut dire que c'est ce moteur-là qui sera probablement celui de la compacte, et donc ce sera forcément un moteur 800 volts. Du coup, on va faire des économies sur les composants électroniques, on va faire des économies sur les lignes de courant, tout ce qui est cuivre, aluminium, etc. On va faire des économies sur le chargeur de batterie, on va faire des économies un petit peu partout, et au final, se retrouver avec une architecture qui est plus simple, plus légère, moins chère à produire, et en même temps profitant de cellules LFP par exemple, qui seront les moins chères, et à mon avis ce seront des cellules CATL, parce que la voiture sera produite en Chine en premier. Premièrement parce que c'est le département d'ingénierie chinois qui a commencé à développer ce produit, donc c'est à eux de développer également l'industrialisation, puisque chez Tesla, c'est les mêmes équipes qui font les deux. L'usine de Shanghai est toute prête à accueillir cette voiture qui sera plus petite qu'un modèle Y, mais qui restera dans la même veine. Et en plus, il y a des gros travaux qui se font là-bas pour agrandir l'usine et augmenter les capacités de production. Donc je pense qu'en Chine, il est tout à fait possible que d'ici la fin de l'année, ce véhicule soit en production. Une fois que les problèmes sont connus et que la première ligne a bien démarré, eh bien, il n'y a aucun problème pour lancer la production à Fremont, à Austin, mais aussi à Berlin. Ce qui fait que ce véhicule-là, à mon avis, d'ici la fin 2025, a tout à fait la possibilité d'avoir une capacité de production d'1 million de véhicules. Et ça expliquerait tout à fait les chiffres qu'a donné Elon, qui disait que d'ici la fin 2025, il pourrait être entre 3 et 4 millions de véhicules produits. Entre le Cybertruck qui augmente sa production et la compacte, je pense que c'est tout à fait jouable. Voilà ce qu'on a appris hier soir, et il y a encore plein de choses qu'on a apprises. Il reste toutefois un dernier aspect dont je n'ai pas parlé, qui est la connectivité de ces futures voitures, et en particulier de la compacte, qui doit être abordable, et donc où peut-être Tesla pourrait faire une grosse économie sur la connectivité 4G ou 5G du véhicule. Mais ça, je vous propose qu'on se retrouve dans une vidéo dédiée parce que vous verrez que c'est plus intéressant qu'on pourrait le penser et il peut y avoir de grosses économies à faire de ce côté-là. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!